Douceur, émotion, cocooning sont des mots que vous utilisez pour décrire votre mood quand vous écoutez Tant que je serai noire. Si vous êtes à court d'infusion, de chocolat ou de miel pour vous mettre encore plus dans ce mood, faites un tour sur l'e-shop Tant que je serai noire. Vous pourrez soutenir le média et des marques portées par des femmes inspirantes. Je ne veux pas peut-être faire d'enfant parce que voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard, s'il y en a un. Le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot. Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là maintenant est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie. Je peux en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué en fait de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est 2 enfants. Je suis Tipora, host du podcast Tant que je serai noire, serai-je mère ? Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant. Le 14 novembre 2022, l'association Boîte à cuir nous a accueillis à la Galerie du Montparnasse dans le cadre du Festival des Fiertés. Merci à l'association Boîte à cuir et plus précisément à Juliana pour l'invitation et l'organisation. Nous avons fait un enregistrement live sur les parentalités queer et noires en France. Lors de mes recherches, pour préparer l'épisode, je suis tombée essentiellement sur des ressources anglophones. Et là, en fait, je me suis dit qu'il était temps d'amplifier les voix sur le sujet en France. Et pour cela, j'ai reçu à mon micro Audrey Ekweton. Dans cet épisode bonus, vous pourrez entendre les échanges entre le public et les 2 invités, Audrey et Ekweton. Du coup, est-ce que vous avez des questions ? Si oui, je peux parcourir avec mon petit micro. Est-ce que quelqu'un a une question, une réflexion, a envie d'échanger ? Bonjour, moi c'est Johanna Soraya et je voulais vous remercier très très fort pour les messages que vous venez de nous passer, surtout sur le fait d'être là, d'avoir la tête haute, d'être entière. Ça me touche beaucoup. J'ai été très émue pendant le podcast, j'ai pleuré à plusieurs reprises. C'était pas forcément des larmes que de tristesse, mais également de colère, d'un sentiment d'injustice. Moi, je suis fille d'une maman lesbienne et algérienne. Et du coup, dans sa génération, c'est vrai qu'il a manqué beaucoup d'espace, comme ça, de voix qui permettaient à ce qu'elle se sente soutenue par sa communauté ou bien représentée. Que tout a été une révolution, du coup, à faire. Du coup, ça m'a particulièrement inspirée et rendue libre et très, très admirative. Mais aujourd'hui, je suis un peu rassurée. Là, je suis à côté d'Anan, Mekran, qui est Lady Gaza, qui a une émission qui s'appelle Lady Gaza brise les tabous et qui est aussi autrice et qui fait un travail autour des parentalités queer en banlieue. Et aujourd'hui, je voulais juste vous dire que vous réparez quelque chose juste par le fait d'être là, d'être visible. Pour moi, je parlais juste avant de venir du podcast à ma maman. Elle me disait, mais quelle chance elles ont ces futurs parents ou ces parents actuels, même si je sais que c'est dur, que rien n'est gagné. Et voilà, je voulais juste vous rappeler que vous portez aussi, je ne vais pas vous faire porter des choses, mais parce que vous essayez d'ouvrir ou de représenter, vous guérissez aussi des personnes du passé, celles du futur. Voilà, j'aurais envie de vous écouter longtemps. En tout cas, je vous soutiens dans tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Et voilà, à des endroits, ce que vous avez dit sur les injonctions, effectivement, le poids du regard social et le fait d'avoir à performer ou non, et à sentir effectivement les capacités de faire famille différemment dans un monde qui l'empêche à tous les niveaux et dans tous les espaces. Donc, où et quand être soi-même et où et quand pouvoir faire famille avec son enfant de façon libre et joyeuse pour ramener justement de la joie dans la parentalité. Parce que moi, j'ai eu aussi beaucoup de bonheur et de joie à être la fille de ma mère. Donc, merci d'avoir parlé de ça et j'aimerais écouter sur votre joie, Audrey.
aussi pendant des heures. Et puis merci à tous les deux. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Une autre question ou remarque? Non? Vous n'êtes pas obligés, hein? Oui, effectivement, bonjour déjà, bonsoir, et merci énormément pour tous vos partages que j'ai écoutés et qu'on a tous écoutés avec beaucoup d'attention, voilà, ça comme tout le monde a pu le remarquer, ça fait beaucoup de bien finalement de libérer la voix sur des choses qui nous concernent d'une manière ou d'une autre par rapport à nos intersectionnalités, par rapport à notre situation, par rapport à nos vécus. Personnellement, en tant que afropéenne, née en Afrique, grandie dans un contexte musulman d'Afrique subsaharienne, la culture effectivement est très lourde. On attend de nous des choses qui sont vraiment très... Voilà, très droite. Donc, il n'y a pas de à gauche, à droite, en arrière. C'est vraiment donc... à la naissance, en fait, c'est déjà bon. On a déjà le CV qui est déjà écrit et tu vas... si tu bifurques un petit peu, c'est effectivement la honte à la famille, des choses comme ça. Mais en grandissant, c'est comme si je devais avoir... une deuxième jeunesse, c'est-à-dire que comprendre en fait qu'est-ce que c'est d'être un humain à part entière pour moi, potentiellement un parent, potentiellement, parce qu'effectivement, heureusement que comme le podcast de Tipora, il y a des choses qui sont dites et qui me permettent de me dire ce n'est pas bizarre de ne pas rêver d'être mère, ce n'est pas un échec total. Maintenant, il y a aussi le côté, on va dire, le travail sur soi de réparation, de pouvoir faire des thérapies diverses et variées et de se rendre compte de, oui, nos parents, avant nous, ils ont été les enfants de quelqu'un d'autre et ils nous vendent le projet parental comme si c'était facile et du jour au lendemain, bim, bam, boum, c'est parfait. Donc, c'est aussi agréable de se dire, en fait... quand bien même vous devenez des personnages publics presque malgré vous, vous restez dans une norme qui veut dire vos enfants par contre ne sont pas des choses publiques. Ok, peut-être il faut il faut tout un village à l'africaine pour élever un enfant, mais tous les villages ne se valent pas. Non, moi il y a des villages, je suis contente d'être loin, vraiment très loin, parce que je me rends compte que on m'a un petit peu menti sur certaines choses, quoi. On a édulcoré la chose et que, effectivement, l'idéal de nos parents sur ce que nous, on devrait être et les petits-enfants qu'on devrait leur donner, au bout d'un moment, moi, je dis, à aucun moment, j'ai signé la fiche de poste, tu vois. Et donc, merci pour ça. Et ma question que j'aurais, parce qu'au final, j'ai pas réfléchi en tant que parent, puisque je ne suis pas parent, mais en tant qu'enfant, d'ex-enfants, encore peut-être enfants dans leur tête à certains moments, c'est l'école, par exemple. L'école, c'est un endroit hyper violent, c'est un territoire. Vraiment, le visa, il est chaud. Voilà. Et donc, je me posais la question de vous, en tant que parents, à partir du moment où vous êtes quelque part public, peut-être des gens peuvent tomber ou pas sur vos pages, etc. Est-ce que vous avez senti une forme de discrimination dans le fait de gérer la scolarité de vos enfants et pas forcément à la maison, on va dire les devoirs, etc. Parce que tu me parlais d'écoles catholiques, etc. Mais dans le fait de, par exemple, je sais pas moi, des convocations parents-prof, des sorties, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es questionné, t'as douté, où tu t'es dit pour préserver mon enfant, je vais peut-être me censurer ou ne pas aller. Enfin voilà, comment tu gères pour que du coup les gens ne s'immiscent pas d'office dans ta parentalité en tant que parent queer, en se disant ah mais oui, mais peut-être que cet enfant elle a des problèmes, elle est difficile, elle est violente parce qu'elle est noire et que sa maman est queer. Voilà, des choses comme ça. Je me suis posé la question de l'école. C'est une très bonne question parce que c'est vraiment une très grosse préoccupation pour moi. Mais je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit avant. Je pense que moi, j'ai accepté d'être le vilain petit canard de ma famille. Je pense que voilà, ça m'a posé une difficulté d'être assez différente de mon frère et de ma sœur. Ils sont plus jeunes, mais du coup, moi, j'étais l'aînée et il y a le poids aussi que porte l'aîné. Et je pense que
très rapidement, très vite. J'ai jamais été dans une vision de la vie, on va dire, normative pour ma famille. Et j'ai toujours été on m'a toujours traité de personne bizarre parce que voilà. Et je pense qu'au bout d'un moment, j'ai accepté d'être la personne bizarre de la famille. Et puis, finalement, au fil des années, je vois que, surtout ma mère, elle est très, très confortable, je dirais. Aujourd'hui, elle est plus confortable, plus apaisée par rapport à ça, parce qu'elle aussi, elle avait peur des regards qu'on pouvait lui porter à elle, d'avoir une enfant pas normale, en fait. Donc, voilà. Et pour ce qui est de la scolarité, donc déjà j'ai été une maman jeune, donc déjà on te juge aussi beaucoup. Quand mon fils était au collège, il est arrivé que j'arrive pour aller prendre son bulletin et qu'on me dise ah mais on donne pas les bulletins à la grande sœur. Et j'ai dit ça tombe bien parce que en fait je suis la maman, donc je vais pouvoir récupérer le bulletin. Donc, il y a toujours cette balance de est-ce que je lutte ou est-ce que j'abandonne ? Et je pense que comme j'ai un caractère assez... je pense que je suis assez douce en général, mais j'y vais parce que j'ai des convictions qui sont super fortes, qui dominent ma vie en général. Et je refuse... que ce soit pour moi ou même pour mes enfants, qu'on les juge, qu'on les discrimine. Et je suis plutôt le parent qui monte au créneau, mais genre, je laisse aucune chance, en fait. Et mon fils avait des difficultés scolaires. Il est noir. Et donc, on sait très bien comment on traite les enfants noirs et hommes. Et je ne laissais rien, absolument rien passer. Un jour, il a été absent parce qu'il était malade et je reçois un mail de la CPE qui me dit « Oui, votre fils est absent depuis quelques jours. Il y a eu une bagarre aux abords du lycée, parce qu'il a été au lycée. J'espère qu'il n'était pas impliqué. » Franchement, je me suis retenue de ne pas m'énerver plus, mais je lui ai répondu d'une façon... je lui ai fait comprendre qu'en fait, c'était la dernière fois qu'elle me parlait comme ça. Qu'elle pouvait mettre cette accusation sur les épaules de mon fils. Et que plus jamais, en fait. Elle s'est excusée après, mais en fait... si son nom n'est pas sorti, si tu sais pas pourquoi de facto... il serait impliqué dans une bagarre, en fait. Donc, je suis intraitable, je ne laisse rien passer. Du coup, peut-être avec ma fille, ça me met des fois dans des positions peut-être de performer, parce que elle est dans une école privée. J'ai fait le choix de l'école privée, pas forcément par choix, mais parce que l'établissement dans lequel on dépendait ne me convenait pas. Donc, j'ai choisi l'école privée. Mais du coup, il y a vraiment cet espace très particulier de l'école privée quand même, où il y a beaucoup d'excellence aussi, d'exigence aussi au niveau des enfants. Mais pareil, les quelques petits incidents qu'il y a pu avoir concernant ma fille, en plus, c'est une petite fille noire. Elle n'est pas métisse. Donc, pareil, j'essaie pas de la blinder, mais de lui apporter tout l'environnement pour que, au possible, elle se sente bien, en fait, dans ces sociétés qui l'acceptent pas. Mais pareil, je pense que j'essaie de leur montrer, que ce soit pour mon fils ou pour elle, que quoi qu'il arrive, même si elle est mauvaise élève, même si elle a une mauvaise note, même si je serai toujours là, en fait, il y a personne, en tout cas, tant que je serai là, qui parlera mal d'elle, en fait. Parce que... je montre au créneau, il est hors de question qu'on mette mes enfants dans des cases prédestinées, en fait. Et moi, comme j'ai une voix, j'ai aussi eu la chance de grandir dans cette école républicaine et je sais comment me défendre. Et alors ça, par contre, c'est no way. Donc, la seule difficulté, effectivement, que je peux rencontrer aujourd'hui, c'est effectivement le fait de me outer en tant que maman lesbienne, parce que je trouve que pour
pour le coup, ça serait un transfert de ce que je suis sur elle. Donc c'est vrai que bon, elle a des copines qui viennent à la maison, elle va aussi à des anniversaires et tout, mais pour l'instant, on va dire que ça va. Je sais pas, je lui ai pas encore posé la question de savoir comment elle parle à ses copines de moi, et voilà. Mais ce sera intéressant, je pense, peut-être quand elle sera au collège, de voir comment ça se passe. Mais ça sera mode protection, effectivement, plus, parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas envie qu'elle porte cette identité. Ta maman, sa mère, elle est lesbienne. Tu vois, c'est elle, la fille, dont la maman est lesbienne, tu vois. Donc, j'essaie de protéger au max. Voilà. Après, elle a une voix, elle dira certainement des choses aussi elle dit peut-être déjà des choses à ses camarades. Pour l'instant, il y a rien de négatif qui ressort de ça, mais je sais me défendre. Je sais la protéger aussi. Son père est là aussi, donc il est là si jamais on a des soucis, mais voilà. Je pense que c'est plus la vigilance. Bonsoir et merci beaucoup du coup. Moi j'ai une question, mais je sais pas trop comment la formuler, donc ça passera peut-être par plusieurs questions. En fait, je voulais savoir, si un jour t'as été confrontée du coup au fait que tes enfants ont pu vivre dans leur scolarité des choses, de l'homophobie ou du racisme, mais pas envers eux, mais par exemple, l'école c'est super violent, comme on disait, et il y a souvent une banalisation des insultes homophobes, des insultes racistes, et comment faire en fait pour pas que ton enfant en fait banalise ce genre de choses et lui faire comprendre que c'est pas des choses qui se disent, mais sans non plus pour que ce soit le paria de la classe en mode lui ou elle en fait il veut pas dire des trucs racistes et homophobes et du coup il est un peu rejeté. C'est vrai. il est woke, voilà. Voilà, du coup, c'est une question que je me pose et aussi, du coup, une autre question. Comment, parler d'homophobie, d'homosexualité et de racialisation et à ses enfants aussi, voilà. Donc, je vais commencer par la deuxième question. Je pense que comme c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et que je suis aussi traversée par ces problématiques en tant que femme noire en France, en fait, c'est même pas je me sens pas dire bon là on va parler de ça parce que je pense que c'est un fil continu chez moi, tu vois. J'en parle souvent. À la maison, très clairement, de façon, je pense que de façon très délibérée, je choisis par exemple des programmes où il y a des personnes noires, les livres aussi que je vais lire, les exemples ou les images que je montre à ma fille, plus particulièrement parce que c'est elle qui est la petite avec moi, tu vois, vont vraiment se diriger vers les personnes noires et afrodescendantes au maximum, en fait. Donc, je les élève dans une dynamique où j'essaie de célébrer, en fait, ce qu'on est, qui on est, ce que je suis aussi, et ce qu'ils sont aussi, eux aussi. Donc, en fait, c'est pas une question. La question d'être noir, c'est plutôt quelque chose de célébration, de protection, plus qu'autre chose. C'est vraiment... c'est une non-question à la maison, je dirais. Après, c'est vrai que ma fille est encore jeune. Le racisme, je pense pas exactement qu'elle puisse voir ce que c'est vraiment. Comme je disais tout à l'heure, je suis assez vigilante et je fais très attention à comment on va s'adresser à elle, comment les personnes l'envisagent aussi. Donc, je fais très, très, très attention à ça. Et je pense que c'est plutôt une célébration. Donc voilà, je pense que ça viendra plus tard, j'imagine, ces dynamiques ou raciales,
pense que quand elle grandira, elle les expérimentera ou elle entendra, du coup. Parce que je dirais aussi dans l'école où elle est, c'est assez quand même une sorte de cocon. Et je dirais que pour l'instant, elle est assez protégée de toutes ces dynamiques, tous ces questionnements. Et puis, elle est jeune aussi. Et pour ce qui est de mon fils, pour être un garçon noir, c'est vrai que il a été, je pense qu'il avait 13 ans, il a eu un contrôle de police qui reste assez banal quand on est un homme noir en France. Mais voilà, donc qu'il avait quand même un peu secoué. Et c'est vrai que j'avais écrit un article d'ailleurs sur ça sur mon blog, mais je pense que c'était une des premières fois où vraiment de façon très explicite, je lui avais expliqué ce qu'était le racisme, ce qu'était le fait le fait qu'il représentait pouvait le soumettre à des actes racistes, à des injustices. Et ça n'a pas été facile parce que ça met aussi ton enfant dans une réalité pas qu'il connaît pas, mais qui peut-être il aurait aimé éviter en fait. Donc voilà, je pense j'essaie aussi d'aborder ces questions de façon décomplexée à la maison. Parce que je me dis que ne pas les aborder, c'est pas les protéger. Et puis ça leur donne aussi des outils en fait de réaction et de réponse s'il faut quoi. En tout cas, dans l'idéal, j'aimerais que s'ils sont témoins, il ou elle, d'insultes racistes, homophobes. Voilà, pas forcément de se mettre en danger, mais déjà de reconnaître ce qui est une insulte raciste, homophobe, validiste, enfin tout ça. Je sais qu'avec ma fille, je parle beaucoup de choses, par exemple des personnes en situation de handicap. Je lui dis non, mais il faut pas dire ça, hein, il faut respecter, parce que voilà, ça fait partie de l'éducation, en fait. Et je pense que c'est important pour moi de lui donner une éducation en fait, qui me ressemble et ce qui est des sujets aussi qui me traversent et qui me touchent, en fait. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, elle est plus... je pense que ce qui lui amène aussi cette liberté, c'est parce qu'elle a aussi beaucoup cette ouverture, en fait. Elle vit pas dans un environnement où il y a qu'elle, que son monde, et voilà. C'est un environnement aussi que je laisse ouvert, ce qui fait qu'en fait, elle arrive à imaginer qu'il y a d'autres personnes qui vivent d'autres choses, qui viennent d'un autre pays, qui peuvent parler d'une autre langue, enfin... Et donc, je pense que ça lui donne une ouverture, et comme je disais tout à l'heure, je le vois par rapport à comment j'ai pu éduquer mon fils et comment je l'éduque elle. C'est assez différent. Elle est vraiment dans l'ouverture. Donc, je pense que ça permet aussi de pouvoir qu'elle puisse après pouvoir avoir une parole sur ça et à se positionner. Là, c'est bon. Bonjour, bonsoir. Déjà, merci. Parce que j'ai évolué dans un environnement où les femmes qui voulaient avoir des enfants et qui le sont toujours lesbiennes, elles le disaient pas. On n'en parlait pas. Donc, du coup, on pouvait pas avoir de conversation. Et c'est pour ça que je suis venue, parce que du coup, quand j'ai vu être noire, queer en France et parents, je me suis dit, ah ouais, non, faut que je vienne. Bon, je suis arrivée en retard, désolée, voilà. Je pense que j'ai raté une partie des choses, mais ce que j'ai entendu, c'était intéressant. Et surtout, ça me rassure de me dire que ça existe, au fait, en France. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la référence aux États-Unis, dans les pays anglophones. À chaque fois, on est forcé par l'anglais, en fait, pour se dire, ah ouais, au fait. Mais après, quand on fait par rapport aux réalités d'ici, c'est totalement différent. Et puis, en fonction du schéma familial dans lequel on a évolué, grandi, et comment on est venu ici. Donc, du coup, j'ai l'impression que plus on est dans certains schémas, moins on en parle.
Et du coup, moi, je trouve que c'est exceptionnel. En tout cas, pour moi, c'est exceptionnel d'entendre tout ça. Et c'est rassurant parce que quand on se pose la question de savoir, ok, j'ai envie d'avoir des enfants, mais comment ça va se passer? Déjà, il y a toutes les craintes, déjà pour tous les parents. Ouais. Plus tout ce qui s'ajoute à être une femme, être ceci, être cela. Et en fonction de la culture d'où on vient, on se demande, mais comment on fait, mais comment font les autres? Et du coup, c'est pour ça que je suis venue. Je trouve que c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par dire merci. Merci. Voilà. J'ai pas vraiment de questions aussi. Je vais juste rebondir par rapport à ce qui a été dit parce que tout à l'heure, vous avez parlé par rapport à l'âge. Et je sais que moi, la parentalité est arrivée tardivement. Et c'est vrai je parlais de la communauté, on dit LGBTQ+, c'est ça, queer. On a l'impression qu'il y a une date de péremption, en fait. Ouais. Du coup, que après, à consommer des préférences avant telle date, tel âge, parce qu'après, c'est fini, en fait, il n'y a plus de vie. Donc, du coup, j'étais curieuse aussi de savoir comment ça se passe, quand on a dépassé la date de péremption. Et quand je parle de date de péremption, c'est avec beaucoup d'humour. C'est ce côté où on se dit, quand on a en dessous de 30 ans, on a l'impression qu'il y a plein de possibilités. Mais après 30 ans, c'est le néant. On respire plus après. Donc, du coup, ma question, c'était... Maintenant, la question vient. C'est de savoir... Je me posais la question, mais comment on continue à évoluer en tant que femme noire, queer, en France, quand on dépasse les 30 ans et qu'on veut fonder une famille? C'est valable pour les hommes aussi, la date de péremption. Comment? La date de péremption, c'est valable pour les hommes aussi. Oui, mais comme je suis une femme, voilà. C'est pour ça que ce qui me parle. Mais je sais que, oui, de manière générale, oui, ça touche tout le monde, hein. Et donc, du coup, voilà, je me posais cette question-là, mais qu'est-ce qui se passe après? Où il faut partir dans un pays anglophone et apprendre l'anglais si on l'a pas déjà appris. Voilà, c'était ça ma question. Est-ce que tu veux commencer sur la date de péremption, Prouéton? La date de péremption, en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai constaté quand j'ai atteint la trentaine. Déjà, les premières fois où je l'ai constaté, c'était plus sur Twitter. Il y a énormément de phrases et énormément d'attaques gratuites envers les trentenaires. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais en soi, je dis ça peut-être parce que j'ai juste 31 ans, mais ça ne me dérange pas en soi parce que les personnes qui sont trop jeunes, qui veulent pas de moi, je veux pas d'elles. Donc, dans mon cas, en tout cas, il n'y a pas de malaise. Mais j'avoue que d'un point de vue société, d'un point de vue communauté, surtout pour des communautés qui ont été marginalisées et tout, le fait de reproduire exactement la même chose dès que quelqu'un a 30 ou 40 ans, je trouve ça quand même assez bizarre. Il n'y a pas vraiment... il y a un manque d'empathie entre nous-mêmes quand on arrive à un certain âge. Après, dans notre communauté aussi, en termes de représentation, ça reste quand même assez jeune comme communauté. Donc, je pense qu'on a encore pas mal de choses à apprendre, à apprendre les uns sur les autres aussi, mais je pense aussi que c'est bien de pointer du doigt aussi tout ce qui est problématique, tout ce qui dérange aussi pour éduquer aussi les personnes qui attaquent les autres sans raison. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que y avait cette exclusion des personnes plus âgées en fait, qui c'est en fait soit t'as pas vraiment le choix, c'est soit tu continues et d'être présente dans certains espaces, parce que de toute façon déjà les espaces sont déjà très rares. Si en plus parce que t'as un certain âge, tu dois
on t'accepte pas, ça devient très dur en fait de socialiser avec des personnes qui traversent les mêmes problèmes que toi. Et normalement, ça devrait être un lieu ouvert. Moi, j'ai 40 ans. Donc, la question est que, c'est soit j'arrête d'aller à certains endroits, j'arrête de sortir, j'arrête d'être en contact avec des personnes. Et pareillement, c'est un choix que je fais, en fait, parce que c'est important aussi pour moi de me retrouver dans certains espaces, de rencontrer des gens et tout. Donc là, je le vis vraiment aujourd'hui parce que je vois que plus ça va et plus je me rends compte que je suis une vraie exception, en fait, parce que j'ai 40 ans, je suis parent, je suis une femme, je suis lesbienne, je suis noire. Et en fait, dans tous les espaces que je peux fréquenter, je suis la seule, en fait. Et d'un certain côté, il y a un épuisement de ma part parce que, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas être une exception, je ne veux pas être la seule. Je n'ai pas cette prétention, je n'ai pas envie d'être cette personne-là. Mais force est de constater que, comme tu disais, Kouéton, dans ces niches que je disais tout à l'heure, tu te rends compte que voilà, plus ça va, plus on t'exclut, et alors que normalement ça doit être l'ouverture. Donc ça reste une résistance. Après, moi, je suis assez consciente que j'ai des privilèges parce que je suis une personne éduquée. J'ai des privilèges parce que j'ai un physique aussi qui est dans une norme. Donc, c'est aussi plus facile d'accéder à des espaces. C'est aussi plus facile de faire des rencontres. C'est aussi plus facile pour moi d'être présente, en fait. Parce que c'est vrai que si j'avais été une personne grosse ou pas éduquée ou pas au fait de certaines infos, j'aurais été encore plus exclue que je peux l'être déjà de façon générale dans la société. Donc, je sais que j'ai des privilèges et j'essaie de les utiliser pour moi, et aussi j'essaie d'utiliser ma voix pour visibiliser tout ce que je vois, en fait, toutes les injonctions aussi sur le physique aussi, sur la beauté aussi. Il faut parler de la beauté dans les communautés queer qui occupent beaucoup les préoccupations, mais parce qu'aussi on vit dans un monde où c'est très important d'être beau, d'être valide, d'avoir de l'argent, de montrer qu'on est visible. Donc voilà, moi j'hésite pas à dénoncer en tout cas tout ce qui me plaît pas, en tout cas. Donc la date des péremptions, je pense qu'il faut lutter contre. Mais au-delà de cela aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que je trouve ça dommage que des personnes qui ont vécu, par exemple, dans les années 80 ou dans les années 90 et ainsi de suite, d'une décennie à une autre, il y a forcément quelque chose de grave qui a frappé notre communauté, que ce soit dans les années 80, les années 90, le début des années 2000, et là maintenant, c'est pas forcément les mêmes problématiques, et je pense qu'on gagnerait à apprendre des expériences des personnes qui étaient là avant nous plutôt que Oui, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il faudrait qu'on prenne l'expérience des personnes plus âgées. Ouais. Comme tu disais. Ouais, des personnes. Parce que c'est vrai que les personnes plus jeunes, elles occupent. Alors, encore une fois, c'est pas pour faire une critique, mais c'est que il y a d'autres, en fait, il y a d'autres façons d'être queer aussi que dans le monde de la mode, que dans le monde de la danse, que dans le monde dans la pub, dans tout ce qui est visible, en fait. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est que ça, c'est que du paraître. Et il n'y a pas de pluralité, encore une fois, des profils. Et je pense que quand on est jeune et quand on rentre aussi dans ces communautés, on s'imagine qu'il faut passer par cette visibilité à tout prix pour exister, parce que ça voudrait dire que ça valide aussi son identité sexuelle, que ça valide qui on est aussi dans ces mondes-là. Et je pense qu'il y a une part où aussi on oublie peut-être
fait qui on est vraiment. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver l'équilibre sur ça. Et donc pour ça, il faut montrer que c'est pas un groupe homogène, encore une fois, parce qu'on n'aime pas qu'on nous dise les Noirs sont comme ça et tout, mais en même temps, on garde le fait qu'on fait la promotion de toujours les mêmes profils, de toujours les mêmes personnes, de toujours voilà. C'est un peu dommage. Bonjour, c'est bon, je parle comme ça. Moi, je suis Hanan. Du coup, je voulais vous dire merci. Voilà, c'était pas facile pour moi de venir jusque là. Voilà, parce que ce matin, on a commencé le processus d'une PMA avec ma compagne. C'est la deuxième en France. Et qu'en fait, franchement, c'était très dur pour moi de venir. Et en fait, m'avait donné vachement de force. Voilà, il y a tellement de choses qui ont fait écho. Je vais essayer d'être très rapide. Déjà, je voulais vous dire merci. Vous aurez toute ma solidarité, particulièrement pour toi aussi, Audrey, et notamment pour toute cette charge dont tu as parlé à la fois en tant que femme noire et en tant que mère queer. Et du coup, voilà, ça m'a fait du bien parce que c'est ça. Moi, je suis avec ma compagne, du coup, qui est Hmong, donc de Thaïlande, et qui, en fait, on n'a aucune représentation de notre couple, de notre histoire d'amour, de notre parcours PMA. Donc, on avait fait notre première petite en Belgique, et du coup on s'est pris dans la gueule tout ce que tu as décrit, et notamment le manque, ce côté exceptionnel, le fait qu'on n'a aucun espace dans nos communautés. On était personne comprenait ce qu'on vivait, et dans le milieu queer, alors là les gens étaient très très loin, voire même je pense que ce qui m'a le plus blessée, ça a été les phrases du style vous reproduisez un schéma hétérosexuel, des trucs comme ça. Ouais. Moi j'étais là, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais être hétéro, enfin pas socialement parce que ça a l'air chiant, mais par contre je pense que j'aimerais avoir tous les privilèges. Si on pouvait, je pense que c'est pas un choix quand on traverse autant de difficultés. Je pense que on fait pas ce choix juste parce qu'on a envie d'avoir. C'était plus sur l'aspect, les facilités que ça aurait pu être, quoi, pour faire un enfant. Voilà, et du coup, là, merci d'avoir rappelé aussi la joie que c'était, parce que franchement, j'en ai marre aussi qu'on parle de parentalité que comme un truc relou. Ce qui est relou, c'est le système dans lequel on est. C'est pas d'être parent. Moi, je voudrais avoir du temps à l'infini, de pas être fatiguée le soir, d'avoir du temps pour faire plein d'activités encore plus avec elle et tout. Et en fait, c'est le système qui nous vole tout ça. C'est voilà. Et je voulais dire aussi que on a besoin aussi de se rappeler que même si la PMA elle a été adoptée, en fait, on est encore plein à être exclus. Donc là, ce matin, moi, c'était clairement, je me suis pris une grosse claque, quoi. Voilà, je le savais, mais c'était, faut le revivre, quoi. Et du coup, en fait, ils nous veulent notre puissance, quoi. Ils nous veulent notre joie de construire notre famille, mais comme t'as dit, on lâche jamais l'affaire. Voilà. Et du coup, c'est ça. Moi, ce matin, on m'a clairement dit, vous êtes grosse, vous êtes sous antidépresseur, mais quelle transmission à l'enfant et tout. J'étais là, non, mais attendez. Je dis, si on devait empêcher tous les gens dépressifs de faire des enfants, il n'y aurait plus personne sur cette planète et tout. Voilà, je pense à mes adelphes trans, et du coup sur la question de l'appariement aussi, parce que voilà, après moi je juge aucune méthode qui est employée par les gens pour faire des enfants, et notamment nos adelphes, que ce soit voilà dans un cadre de relation sexuelle hétéro, ou dans une coparentalité, ou tout seul, ou machin. Mais c'est vrai que quand on est deux femmes lesbiennes racisées, du coup il n'y a pas de gamètes, il n'y a pas de donneurs, et du coup on a un gros travail à faire dans nos communautés. C'est une manière de marquer la solidarité. J'avais jamais mesuré autant qu'aujourd'hui, parce que après j'ai compris aussi pourquoi les gens étaient bloqués. Il y a tellement d'examens à faire pour les personnes qui font des dons, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu pour les personnes, voilà, pour les femmes noires, les personnes trans noires, racisées, voilà, de tous les pays d'Asie, maghrébines, etc., du Moyen-Orient, d'avoir plus de choix. Plus de choix, c'est ça. Et de respecter notre désir sans avoir l'impression de passer pour des meufs un peu eugéniste ou je sais pas quoi, de juste dire l'enjeu de la transmission il est super important. Et voilà, donc j'avais pas vraiment de questions à part quand est-ce qu'on boit un verre. Quand est-ce qu'on va boire un verre pour parler de nos parentalités. Et aussi voilà, dire que pendant longtemps on s'est senti super seul, et c'est vrai qu'on n'a pas assez préservé notre intimité de couple et de famille, et du coup j'ai été super touchée par ce que tu as dit sur comment tu gères avec tes enfants.
Et que là, encore une fois, l'État français nous oblige à nous exposer. Alors que nous, en fait, on a juste envie d'être tranquille, quoi. Voilà, de faire notre bébé sans que on me dise de perdre 40 kilos, comme ça, en 6 mois, t'es là, genre, gars, je vois pas, c'est impossible. Ou d'arrêter les antidépresseurs si je veux faire un enfant, enfin voilà. Et du coup, voilà, je voulais dire merci pour le podcast et on a besoin de ces histoires-là pour, je pense pas que pour maintenant, créer une exception, pas pour être en mode genre, tout, mais plus pour dire qu'on n'est pas seul et qu'on peut se partager des tips, des manières d'élever nos enfants pour renouer avec cette joie et cette puissance en fait de nos corps, de nos familles, de tout ce qu'on essaie de nous voler. Et là, j'avoue, t'es là, t'as envie de dire à l'État français, gars, même mon père, il m'a pas dit ce que je devais faire. Sauf que bon, là, c'est l'État plus puissant que ton daron. Mais du coup, voilà, on te renvoie quand même un truc que tu peux pas décider de ton propre corps. Alors que dans nos communautés, des femmes grosses qui ont des enfants, c'est partout, quoi. C'est partout, Et que, en fait, on a des savoirs communautaires aussi pour prendre soin les unes des autres, les uns des autres. Bon, voilà, j'ai pas de questions, désolée. C'était juste merci et toute ma force et voilà. Merci. Merci au public, merci à Audrey et Coueton, merci à Boîte à Queer et merci à Aldric pour le montage. À très vite pour un prochain épisode.